population. Et donc, on va bien voir ce qui se passe. Donc, oui, sans doute, le fait qu'il y ait des variants va diminuer un peu l'efficacité du vaccin, mais ça n'empêche que le vaccin restera une arme importante dans la lutte contre cette maladie. Je n'ai pas d'expertise en vaccinologie sur le plan de l'immunologie fondamentale, mais la stratégie vaccinale, dans un cas comme cela, bien sûr, je la partage. Merci Philippe. Alors, il me reste 3 questions. Une question sur le vaccin russe. Pourquoi les Européens sont-ils réticents à adopter ce vaccin? Et quel est votre avis, vous, en tant que chercheur? Alors, j'avoue que j'en sais rien. Je ne sais pas la réticence. Je ne connais pas le principe du vaccin russe. Vous savez, actuellement, il y a 4 ou 5 vaccins et plus différents, l'un basé sur l'ARN qui va donner une protéine qui va entraîner la production d'anticorps, l'autre qui va injecter la protéine, l'autre qui va injecter un virus dans lequel on a mis un peu de SARS-CoV. Donc les principes, peut-être que les Russes en ont encore un autre. Je ne sais pas. Peut-être il y a une question sur les chaînes de production. J'en sais rien. Très sincèrement, j'en sais rien. Mais ça peut aller à des questions sur la sécurité de la production jusqu'à des questions purement financières. Encore une fois, ça n'est pas dans mon domaine. Je peux pas vous répondre. Cher ami, le micro est coupé, je pense. Non? J'ai pas entendu. Alors, oui, c'était coupé. Je disais que la dernière question, je la résume ainsi. En fait, c'est 2 questions, mais en une. Premièrement, est-ce que la combinaison hydroxychloroquine, azithromycine, vous la donnez systématiquement à tous les malades ou vous chaque malade? Deuxième sous-question de cette question-là, c'est le traitement que vous donnez. Est-ce qu'il est autorisé par les autorités? Et le point de vue des spécialistes africains sur ce traitement? Alors, sur la première partie, nous, notre stratégie, encore une fois, je ne fais pas de recommandations, mais c'est ce que, en tant que soignant, nous avions décidé de faire sur les arguments que je vous ai donnés. Oui, nous proposons le traitement précoce par azithromycine et hydroxychloroquine à tous les patients et quel que soit leur stade de gravité. Bien sûr, en dehors des contre-indications, nous prenons un certain nombre de précautions, électrocardiogramme, vérification des interactions médicamenteuses, vérification du potassium. Et si on peut donner, on explique aux patients pourquoi on pense que c'est une bonne idée. Action antivirale, action immunomodulatrice, prévention des thromboses, peut-être dans certaines coagulopathies, réduction de la charge. Et c'est une question qui nous a été posée, on nous disait, mais pourquoi vous traitez les jeunes? Finalement, on sait que les jeunes ne font pas de formes graves, sauf comorbidité ou, pour la raison d'ailleurs initiale qui nous avait fait utiliser ce traitement, avant en plus d'avoir montré que ça agissait sur la mortalité, quand on le donnait précocement, c'est que ça diminue la durée du portage du virus. Donc, ça diminue la durée de contagion. Donc, le jeune, même si lui, on sait qu'il va pas avoir faire une forme sévère, s'il n'est contagieux que pendant 3-4 jours, eh bien, ça sera autant de chances en moins d'aller contaminer les parents, les grands-parents, qui, eux, sont susceptibles de faire des formes un peu plus sévères. Donc, c'est ce qui a été, c'est ce qui nous a fait de traiter tous les patients, quel que soit leur âge, en dehors des contre-indications. Ensuite, quel est le cadre de cette prescription? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une prescription hors AMM, en dehors de l'autorisation de mise sur le marché, que les Anglais appellent off-label. Et là, de nombreux médicaments qui sont utilisés. Un médicament est mis sur le marché pour une indication, on s'aperçoit qu'il marche dans autre chose, et donc la plupart des médecins le font. Alors c'est vrai qu'il y a eu bien sûr une polémique, il y a eu des désaccords qui ont fait que, pour des raisons bonnes ou mauvaises, parfois appuyées sur des publications scientifiques ou pseudo-scientifiques qui ont été retirées depuis par des équipes à l'international. On a appelé ça le Lancet Gate, qui était une publication, qui était une farce, pour laquelle certaines autorités ont décidé de ne plus recommander.
peu importe, nous, tout docteur a la possibilité de prescrire un médicament. Alors après, il peut y avoir des limites de délivrance dans les pharmacies. Enfin, en gros, on n'a pas eu ce problème-là et on continue à faire ce qu'on pense, ce qui est bon pour nos patients. Ils sont bien sûr informés des prescriptions hors AMM, mais qui sont d'une banalité. Je crois qu'en France, un quart des prescriptions des enfants se font hors AMM, et je parle pas du Covid, hein, je parle de tas de choses. Voilà. Ensuite, sur les échanges avec nos collègues africains, de Mauritanie, du Sénégal, du Congo, du Niger, du Mali, du Maroc, d'Algérie, tous ces collègues avec qui j'avais des relations directes, hein, qu'est-ce qui se passe, comment on fait? Eh bien, beaucoup ont partagé cette attitude, parfois parce que c'était une recommandation nationale, parfois parce que leurs autorités laissaient libre champ à la prescription et au savoir des médecins. Et donc, on a beaucoup échangé et nous avons un article qui est en voie de publication avec donc tous ces pays d'Afrique du Nord, d'Afrique sahélienne qui devraient sortir sur le fait que beaucoup de ces pays ont utilisé les armes qu'elles avaient pour lutter contre une épidémie. Et ça, c'est peut-être le fait que justement les pays d'Afrique sont habitués à lutter contre des épidémies, à prendre des décisions, à les prendre vite avec les armes qu'on a. Et c'est en tout cas le ressenti des collègues avec qui je parlais. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, c'est-à-dire que ce soit en Mauritanie ou dans beaucoup de pays d'Afrique, la mortalité liée au Covid reste basse par rapport aux pays, on va dire, d'Europe et aux pays et aux États-Unis. Hein. Donc, voilà un peu Ça a été une grande polémique, mais encore une fois, elle a en plus masqué quelque chose qui est très important, c'est l'accès aux soins, l'accès à l'oxygène, la détection de l'hypoxie. Tout ça est quelque chose qui est très très important, et bien sûr la prise en charge précoce. Arriver tardivement à l'hôpital en détresse respiratoire, là ça devient très difficile de récupérer les patients, et même les collègues réanimateurs qui font pourtant un travail remarquable n'y arrivent pas toujours. Voilà. C'est bon? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une coupure? Non, il s'est arrêté là. Donc, ok, merci, cher Philippe. La question, c'est un collègue médecin qui pose cette question-là. En cas de contre-indication de la combinaison hydroxychloroquine, qu'est-ce que vous proposerez en alternative? Alors, ça tout dépend de là où on en est. Chez quelqu'un qui est très jeune, on en reste, qui a une forme bénigne, eh bien, on en reste à un traitement symptomatique. Moi, je ne fais pas de recommandations, je n'ai pas le droit d'en faire, je vous parle de mon expérience. Ce sont des précautions que je prends, mais orales, mais qui sont importantes quand je m'adresse à vous, que ce soit à mon pays ou à vous. Et donc, eh bien, lorsqu'il y a des contre-indications, encore une fois, quand on a des formes sévères, la dexaméthasone à faible dose est une arme, l'oxygène, bien sûr, la prévention des embolies pulmonaires ou même l'anticoagulation. Là, j'ai basculé dans les formes sévères. Ça a été très, très exceptionnel. Un collègue tout à l'heure parlait de l'ivermectine. Nous ne l'avons que très peu utilisé, mais pourquoi pas, ça peut être une piste. Il faut plusieurs données. Nous n'avons jamais utilisé ici le remdesivir. Nous avions vu très tôt qu'il était toxique et qu'il ne marcherait sans doute pas pour une maladie qui est à la fois virale mais aussi inflammatoire. Et donc, voilà, lorsqu'il y a une contre-indication, eh bien, nous utilisons soit l'un, soit l'autre, soit aucun des deux, et nous mettons l'accent, notamment dans les formes sévères, sur l'accès aux soins et la prise en charge des patients. Voilà. Après, ça passe ou ça ne passe pas. Mais je suis vous savez, on a soigné beaucoup de patients. Les patients que nous avons actuellement à Marseille sont très âgés. Dans nos services, vous savez qu'à l'IHU, nous avons 75 lits d'hospitalisation. Leur moyenne d'âge est entre 80
il va de 80 à 100 ans. On en guérit beaucoup. Parfois, c'est difficile, parfois non. Quand on est très âgé, on est fragile. On est fragile pour la Covid, mais on est fragile pour beaucoup d'autres maladies. Et voilà, je pense qu'il faut rester aussi lucide sur ce qui est appelé comme une catastrophe. Je crois qu'il faut rester lucide et là aussi, il faudra analyser pour les médecins parmi vous qui voient malheureusement mourir parfois des enfants. La Covid n'a tué aucun enfant. Voilà, je pense qu'il faut lutter contre cette maladie avec toutes les armes que nous avons, tout en restant bien lucide. Voilà. Alors, je voudrais sincèrement remercier Monsieur le professeur Philippe Parola pour le temps qu'il nous a donné aujourd'hui à participer dans ce séminaire sans savoir sur la Covid-19 organisé par l'Université de Nouakchott et le laboratoire et le 2S. Que nous souhaitons que ce genre d'initiative se répète souvent. Et je l'espère, bonne année 2021 et que cette année verra un peu sa présence parmi nous aussi à Modeste pour venir en Mauritanie, qu'il a déjà, paraît-il, visité par le passé. Et donc, ils viennent chez nous et il est bienvenu parmi nous, Inch'Allah. Merci, cher Philippe. Avec plaisir. Merci encore pour votre invitation. J'en étais très heureux, très honoré. Et puis, vous pouvez suivre nos différentes publications sur le site de Méditerranée Infection. À très bientôt, j'espère, et pardonnez-moi encore pour cette petite interruption de quelques minutes. J'en suis totalement responsable dans mon agenda. Désolé. Non, c'est pas de problème. Et à très bientôt. Au revoir. À bientôt et bonne journée. Au revoir. Allez, bye.